Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sport d'une intensité folle, où chaque point est une bataille contre la gravité. Le volleyball. On ne s'en rend pas toujours compte, mais un joueur de haut niveau, il peut faire plus de 150 sauts à pleine puissance par match. C'est juste colossal. Entre les attaques, les contres, les services, la puissance des jambes, ce n'est pas juste un atout, c'est le moteur de la performance. Du coup, la question qui obsède les préparateurs physiques, c'est comment on pousse ce moteur à son maximum sans le faire exploser en plein vol. Comment développer une puissance explosive phénoménale sans griller les athlètes sur toute une saison. Et c'est précisément ce défi que relève une étude passionnante qui va nous servir de guide aujourd'hui. Le titre, pour ceux qui voudraient la retrouver, c'est Effects of Cluster versus Frequency, Traditional Sets Complex Training on Physical Performance Adaptations of Trained Male Volleyball Players. Elle est signée Bo Larang et Shen Xu et a été publiée dans le Journal of Sports Science and Medicine le 1er décembre 2024. Notre mission, c'est de décortiquer cette recherche pour voir comment un détail qui semble anodin, une toute petite pause au milieu d'une série d'exercices, peut en réalité tout changer. Absolument. Et avant de plonger dans le vif du sujet, il faut poser les bases. L'étude s'articule autour d'une méthode d'entraînement bien connue, l'entraînement complexe, ou COEX. Le principe est simple, mais redoutable. On enchaîne un exercice de force lourde, comme un back squat, avec un exercice de pliométrie très explosif, comme un saut vertical. L'idée, c'est de créer un contraste, en fait. Un choc neuromusculaire pour décupler la puissance. Et là où ça devient vraiment malin, c'est que les chercheurs ont testé deux façons d'organiser cet entraînement. La première, c'est la méthode classique, les séries traditionnelles. On fait ces 12 répétitions d'un coup, on serre les dents et on va au bout. La seconde, et c'est celle qui nous intéresse, ce sont les séries groupées, ou cluster sets en anglais. Et là, on change les règles. Au lieu de tout enchaîner, on s'autorise une courte pause à l'intérieur même de la série. Les chercheurs pariaient donc que cette approche, avec ces pauses, donnerait de meilleurs résultats sur la puissance, la force, et même sur l'équilibre hormonal des joueurs. Alors, là, ça m'intéresse. On a tous fait des séries à la salle en se disant « Allez, on enchaîne, pas de repos ». L'idée de s'arrêter au milieu, ça va un peu à contre-courant de l'image de l'entraînement à la dure, quoi. Expliquez-nous la logique derrière. Pourquoi cet entraînement complexe est-il si prisé pour commencer ? Ce qui est fascinant, c'est que cette combinaison force plus explosivité, ce n'est pas juste une intuition de coach. La science a prouvé que c'est bien plus efficace que de faire seulement de la muscu ou seulement des sauts. Le secret, c'est un phénomène qu'on appelle la potentiation post-activation, ou PAP. Pour faire simple, l'exercice lourd allume le système nerveux. Il envoie un signal beaucoup plus fort, beaucoup plus rapide aux muscles. Ah oui, comme s'il les préchauffait en quelque sorte. C'est plus que ça. Ça les rend temporairement capables de se contracter plus vite et avec plus de force. C'est un peu comme si on mettait le moteur en sur-régime juste avant la course. Le squat lourd prépare le terrain pour que le saut qui suit soit beaucoup plus puissant. D'accord, l'image est très claire. On prépare le système nerveux à tout donner. Mais l'article laisse entendre que cette méthode, si efficace soit-elle, a un côté un peu obscur. On parle d'une intensité presque brutale. Et c'est le cas. L'entraînement complexe traditionnel, sans pause, peut générer une fatigue énorme. L'article mentionne même des cas de nausée, une fatigue qui peut mettre des jours à se dissiper, surtout chez de jeunes athlètes. Mais le vrai problème, au-delà de l'inconfort, c'est que tout le monde ne réagit pas pareil. Dans une équipe, vous aurez des joueurs qui encaissent très bien et qui progressent à vue d'œil, et d'autres qui vont être complètement épuisés, qui vont stagner, voire régresser. Ah oui, je vois. Et ça crée une hétérogénéité dans le groupe. Pour un sport collectif où la cohésion est clé, c'est un vrai cauchemar pour un entraîneur. Je vois. On a une méthode super efficace mais qui risque de griller la moitié de l'équipe. C'est un sacré dilemme. J'imagine que les chercheurs ont dû se demander comment garder les bénéfices tout en limitant la casse. C'est là que l'idée des pauses intervient. C'est précisément le raisonnement. Ces pauses, même courtes, elles changent tout. Dans l'étude, il s'agissait de 30 secondes. Ce n'est pas long, hein, mais c'est suffisant pour permettre aux muscles de régénérer une partie de ses réserves d'énergie immédiate, le fameux système ATP-PCR. D'accord. Concrètement, ça permet de limiter l'accumulation de fatigue. Mais le plus important, c'est l'impact sur la qualité du mouvement. Imaginez la différence. Dans le groupe traditionnel, le joueur fait 12 squats d'affilée. Les derniers sont forcément plus lents, la technique se dégrade un peu, son saut qui suit sera fait en état de fatigue. Dans l'autre cas, il fait 6 répétitions explosives. Il prend 30 secondes pour souffler et il attaque les 6 suivantes avec la même pêche.
Chaque répétition est faite avec une vitesse et une qualité maximale. On ne subit plus la série, on la maîtrise. La nuance est énorme. On passe d'un objectif de finir la série à un objectif de réussir chaque répétition. C'est un changement de philosophie en fait. Mais alors, comment ils ont mis ça en place pour le vérifier? C'était quoi le plan de bataille? Un plan de bataille très solide. Un essai contrôlé randomisé, le standard de qualité en recherche scientifique, mené sur 6 semaines. Ils ont recruté 24 jeunes joueurs de volley-ball masculins, tous de moins de 19 ans, mais déjà aguerris, avec des années de compétition au niveau national. Ces joueurs ont été tirés au sort et répartis dans 3 groupes de 8. Le premier groupe, c'était ceux qui testaient la nouvelle méthode, l'entraînement complexe en série groupée, donc le groupe CS-COX. Le deuxième groupe suivait le même entraînement, mais à l'ancienne, en série traditionnelle, le TS-COX. Et le troisième, le groupe de contrôle, continuait simplement son entraînement de volley habituel. Ça permet de s'assurer que les progrès viennent bien de l'entraînement spécifique et de rien d'autre. Et concrètement, les séances des 2 premiers groupes, ça ressemblait à quoi? C'était le même volume de travail, les mêmes exercices? Exactement même contenu. Et c'est ça qui rend l'étude si intéressante. 2 fois par semaine, ils avaient cette séance de renforcement. Au programme, un enchaînement de back squat avec des squat jumps et de presse à cuisse avec des fentes sautées. L'intensité était la même pour les 2 groupes, calculée sur leur force maximale. La seule et unique différence, c'était ces 30 secondes de pause. Le groupe Tradi faisait sa série de 12 d'une traite. Le groupe Cluster faisait 6 répétitions, 30 secondes de pause, puis les 6 dernières. Au final, tout le monde a soulevé la même charge, le même nombre de fois. Seul le rythme a changé. C'est fou de se dire qu'une si petite modification puisse être la clé. Et pour mesurer l'impact, qu'est-ce qu'ils ont regardé? J'imagine qu'ils ne se sont pas contentés de demander aux joueurs s'ils se sentaient plus forts. Loin de là, ils ont déployé une véritable batterie de tests avant et après les 6 semaines. Pour l'explosivité, ils ont mesuré la détente verticale pure et le saut d'attaque, le geste spécifique du volleyeur. Pour l'agilité, ils ont utilisé le fameux T-test. C'est un parcours où l'athlète doit sprinter en avant, puis se déplacer latéralement et enfin revenir à reculons le plus vite possible. C'est vraiment un test de changement de direction. Très important au filet, ça. Essentiel. Ensuite, ils ont mesuré la force maximale pure, le poids le plus lourd soulevé une seule fois, au squat et à la presse. Ils ont aussi évalué la puissance anaérobie, avec un test de Wingate, 30 secondes à fond sur un vélo pour voir la puissance maximale développée. Et enfin, la cerise sur le gâteau, des prises de sang pour analyser 2 hormones clés. La testostérone, l'hormone de la construction musculaire, et le cortisol, l'hormone du stress. D'accord. Le tableau est complet. 6 semaines plus tard, l'heure de vérité. Les résultats tombent. Et alors? Cette petite pause de 30 secondes, elle a vraiment fait la différence, hein? Et comment? Les résultats sont très clairs. Le groupe qui a bénéficié des pauses, le groupe Cluster, a littéralement surclassé le groupe traditionnel sur les qualités les plus importantes pour un volleyeur. Leurs gains en détente verticale et en saut d'attaque étaient significativement plus élevés. Pareil pour l'agilité. Ils ont amélioré leur temps au T-test de manière bien plus marquée. Mais là où la différence est la plus spectaculaire, c'est sur la puissance de pointe. L'étude qualifie l'augmentation de large pour le groupe avec pause, contre seulement modéré pour le groupe sans pause. En clair, ils sont devenus beaucoup plus explosifs. Attendez, donc non seulement c'est plus efficace pour la puissance, mais j'imagine que c'est aussi moins éprouvant pour le corps. C'est rare de trouver une méthode qui gagne sur les 2 tableaux. C'est exactement ça, et les analyses hormonales le confirment de façon éclatante. Le groupe en série groupée est le seul à avoir connu une baisse significative de son niveau de cortisol au repos. Pour le dire simplement, après 6 semaines, ces athlètes étaient physiologiquement moins stressés que quand ils ont commencé, alors même qu'ils s'entraînaient dur. C'est un marqueur extrêmement puissant qui montre que cette méthode permet de progresser plus, mais aussi de mieux récupérer. C'est presque trop beau pour être vrai. Mais est-ce que c'est une victoire sur toute la ligne ou est-ce qu'il y a des domaines où la méthode traditionnelle a fait jeu égal? C'est une excellente remarque, car la victoire n'est pas totale. Et c'est ce qui rend les résultats si nuancés. Sur la force maximale pure, le fameux 1RM au squat, les 2 groupes ont progressé de manière tout à fait similaire. Pas de différence. Même chose pour la puissance moyenne, c'est-à-dire leur endurance sur les 30 secondes du test de Wingate. Et côté testostérone, les 2 groupes ont connu une petite hausse, là encore très similaire. Et le groupe de contrôle, celui qui se contentait de jouer au volley? Lui n'a progressé sur absolument aucun des indicateurs. Et c'est une bonne nouvelle pour les chercheurs, car ça confirme que ce sont bien les 2 protocoles de muscu qui sont à l'origine des gains, et pas juste le fait de jouer au volley. Alors là, c'est vraiment surprenant. Comment on peut expliquer ça?
Comment est-ce possible que les séries groupées soient bien meilleures pour la puissance explosive, mais pas pour la force maximale? On pourrait penser que les deux sont liés. Plus de puissance et plus de force, non? C'est la question à 1 million. Et la réponse se trouve dans la physique du mouvement. La puissance, c'est la force multipliée par la vitesse. Pour devenir plus puissant, il ne suffit pas d'être fort. Il faut être capable d'appliquer cette force très, très rapidement. Et c'est exactement ce que les séries groupées entraînent. En permettant de maintenir une vitesse d'exécution maximale à chaque répétition, elles enseignent au système nerveux à être plus rapide. C'est un entraînement spécifique à la vitesse. Pour la force maximale, en revanche, la vitesse est moins importante. Ce qui compte, c'est la tension mécanique totale. Comme les deux groupes avaient le même volume et la même intensité, le stimulus pour développer la force brute était suffisant dans les deux cas. Mais seul le groupe cluster a reçu le stimulus spécifique pour développer la vitesse à laquelle cette force est exprimée. C'est lumineux. On entraîne spécifiquement la qualité qu'on veut améliorer. Et ce résultat sur le cortisol, qui baisse, on en mesure bien toute l'importance. On ne le dira jamais assez. C'est peut-être le résultat le plus important pour un coach. Obtenir des gains supérieurs en puissance tout en réduisant le stress physiologique global, c'est le Graal. Ça veut dire qu'on peut entraîner les athlètes plus efficacement, tout en diminuant le risque de surentraînement, de blessures et d'épuisement mental au fil d'une longue saison. On construit des athlètes plus performants et plus résilients. Et l'étude va encore plus loin, il me semble. Elle ne s'est pas contentée des moyennes du groupe, elle a regardé chaque joueur individuellement. Oui, et c'est ce qui distingue une bonne étude d'une excellente étude. Les auteurs ont analysé la variabilité des réponses. Et là, surprise, dans le groupe avec pause, les progrès étaient beaucoup plus uniformes. Presque tout le monde a progressé de manière similaire. Dans le groupe traditionnel, c'était beaucoup plus dispersé. Des gains énormes pour certains, beaucoup moins pour d'autres. Pour un entraîneur, c'est une information en or. Une méthode qui fait progresser toute l'équipe de manière homogène est infiniment plus précieuse. Bon, si on fait le bilan, c'est assez limpide. Pour des jeunes volleyeurs de haut niveau, l'entraînement complexe, c'est une valeur sûre. Mais la façon de le faire change tout. Le simple fait d'intégrer une pause de 30 secondes au milieu des séries rend l'entraînement nettement supérieur pour développer les qualités numéro 1 de ce sport, la puissance de saut et l'agilité. Et comme si ça ne suffisait pas, cette méthode est moins stressante pour l'organisme, comme le prouve la chute du cortisol, et elle permet à toute l'équipe de progresser de manière plus unie. Tout ça en donnant les mêmes résultats en force pure. C'est vraiment l'exemple parfait de l'entraînement plus intelligent, pas juste plus dur. C'est la conclusion sans équivoque de l'étude. Les auteurs recommandent très fortement aux entraîneurs d'adopter cette configuration en série groupée. C'est plus efficace, plus sûr et plus cohérent pour un collectif. Pour toutes les personnes que ça intéresse, les coachs, les athlètes, les passionnés de sciences du sport qui veulent creuser et voir les chiffres, on rappelle la source, l'article de Booirang et Shen Xiu, Effects of Cluster versus Traditional Sets Complex Training, publié dans le Journal of Sport Science and Medicine en décembre 2024. Lire l'article original est vraiment le meilleur moyen de saisir toute la richesse des données. Et pour ouvrir la discussion, cette recherche, comme toute bonne recherche, elle pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses définitives. Ces résultats spectaculaires sur des jeunes volleyeurs masculins seraient-ils les mêmes chez des athlètes féminines? Dans d'autres sports comme le basket, le hand? Et qu'arriverait-il si on jouait sur la durée des pauses? 15 secondes? 1 minute? Chaque étude est une pièce d'un puzzle immense et celle-ci vient d'ouvrir une porte passionnante. Une excellente réflexion pour nous laisser sur notre faim. C'est tout l'intérêt de la science. Chaque réponse est une invitation à explorer plus loin. Pour ne pas manquer nos prochaines explorations en profondeur, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications.